2 août 1914. L'Europe est en guerre. La France vient de décréter la mobilisation générale. Tous les jeunes hommes du pays sont appelés sous le drapeau. Et à ma grande surprise, je suis convoquée moi aussi. Le service de santé des armées a besoin de mes qualités de médecin. Ce n'est pas possible, il doit y avoir une erreur. Les femmes ne sont pas autorisées à aller au front. Mais peu importe. Je suis prête à servir mon pays. Et j'en suis capable. Je suis Nicole Girard-Mangin, et voici mon histoire. Vous écoutez Les Héroïnes de la médecine, le podcast d'Egora qui rend hommage aux femmes ayant marqué l'histoire de la profession. Je suis née le 11 octobre 1878 à Paris, dans une famille bourgeoise originaire de la Meuse. J'ai toujours voulu être médecin, alors quand j'ai eu 18 ans, je me suis inscrite à la faculté de Paris, après avoir passé une licence en sciences naturelles et un certificat d'études physiques, chimiques et naturelles. 3 ans plus tard, en 1899, j'ai réussi le concours de l'externat. Nous n'étions que 5 femmes à être admises. Malgré cette belle réussite, j'ai dû interrompre mes études. Mes parents voulaient que je me marie, j'ai donc épousé André Girard, qui était négociant en Champagne, et je lui ai donné un coup de main au sein de l'entreprise. Notre fils Étienne est né 1 an plus tard. Je me suis vite rendu compte que je n'étais pas faite pour cette vie. Moi, ce que je voulais, c'était devenir médecin. Alors en 1903, j'ai divorcé, ce qui était plutôt rare dans mon milieu, et j'ai pu reprendre mes études, grâce à la pension alimentaire que me versait André. C'est lui qui avait la garde de notre petit garçon. En 1909, j'ai soutenu ma thèse sur les poisons cancéreux et j'ai reçu la mention très honorable. Mais j'ai décidé d'orienter mes recherches vers la tuberculose, véritable fléau à cette époque. J'ai beaucoup publié sur cette maladie infectieuse, j'ai enseigné à la Sorbonne, et je suis rapidement devenue une référence dans le domaine. J'ai même représenté la France au Congrès international sur la tuberculose en Autriche en 1910. Quand la Première Guerre mondiale a éclaté, je dirigeais le dispensaire antituberculeux de l'hôpital Beaujon, dans le 8e arrondissement de Paris. Puis mon destin a basculé quand j'ai reçu un ordre de mobilisation. Le service de santé des armées s'est probablement trompé en m'envoyant la convocation, croyant s'adresser au docteur Gérard Mangin. Mais je me suis bien gardée de le dire, et j'ai été affectée à l'hôpital thermal de Bourbonne-les-Bains, en Haute-Marne. Quand je suis arrivée sur place, le médecin-chef était très surpris, vous vous en doutez. « J'ai demandé le renfort d'un médecin, pas d'une midinette », m'a-t-il lancé. Mais l'armée manquait cruellement de bras, alors j'ai été autorisée à rester. J'ai bien senti que je n'étais pas la bienvenue. Pour commencer, personne n'avait prévu d'uniforme pour moi. J'ai dû faire avec la tenue des doctoresses britanniques, qui étaient visiblement mieux acceptées. Malgré mes diplômes et mon expérience, je travaillais presque bénévolement, recevant 1 sou par jour et un peu de tabac. Mais l'heure n'était pas à la plainte. Je me suis démenée pour accueillir les centaines de blessés qui affluaient après les combats de Schirmeck, Baccarat, Rambervillers ou encore Sainte-Marie-aux-Mines. Au mois d'octobre, j'ai rencontré le médecin inspecteur général. Je lui ai alors fait part de ma spécialisation en maladies contagieuses. Et j'ai ensuite été affectée à Verdun, dans une unité de soins des malades du typhus. Nous étions en décembre 1914. J'ai travaillé sans relâche sous les bombardements incessants, prenant en charge jusqu'à 178 malades. Pour autant, j'étais considérée comme une infirmière militaire permanente, et je recevais le même salaire qu'une infirmière militaire permanente, sous prétexte qu'il n'existait aucun décret autorisant l'affectation d'une femme au poste de médecin. Au milieu de la misogynie ambiante, des blessés, du froid et de la boue, j'ai trouvé un peu de réconfort auprès de ma chienne, un berger allemand nommé Dain, c'est le diminutif de Verdun.
L'offensive allemande a débuté le 21 février 1916. L'hôpital numéro 13 de Glorieux a dû évacuer les malades. Moi, je suis restée jusqu'au dernier moment auprès des quelques patients intransportables avant de prendre la route vers Bar-le-Duc. Le trajet a été long et pénible, entre la neige et les routes saccagées par les bombardements. Sur le chemin, ma voiture sanitaire a reçu un éclat d'obus et j'ai été blessée à l'oreille droite. Mon visage était en sang. Mais pas de quoi m'empêcher de remplir ma mission. Dès le lendemain, j'étais à Wadelincourt, où se trouvait le plus grand hôpital provisoire de la région. Près de 11 000 blessés et malades s'y sont succédés entre février et juin 1916. Dans un premier temps, là-bas j'ai exercé en tant qu'aide opératoire lors des interventions lourdes. Je faisais aussi de la petite chirurgie, comme les sutures, les plâtres, les pansements des grands brûlés ou les soins des gelures aux pieds. Au volant de ma voiture sanitaire, je sillonnais aussi les champs de bataille, accompagné d'un brancardier et d'un infirmier pour évacuer les hommes blessés au combat. Du premier coup d'œil, on sentait qu'elle avait une indomptable énergie. C'était une petite femme à faire marcher un régiment. C'est comme ça que me décrivaient mes amis. Et d'ailleurs, la hiérarchie a fini par reconnaître, elle aussi, mes compétences, et j'ai été nommé médecin-major de 2e classe avec le grade de lieutenant. En novembre 1916, j'ai été envoyée dans la Somme, puis dans le Pas-de-Calais et en Belgique. Et un mois plus tard, j'ai été nommée directrice de l'hôpital-école Édith Cavell, à Paris, avec le grade de capitaine. C'était sans doute une façon détournée de m'éloigner du front, où de nombreux hommes ne voyaient toujours pas ma présence d'un bon œil. À Paris, donc, j'ai enseigné la théorie et la pratique aux infirmières militaires, et j'ai demandé à mon amie Marie Curie d'assurer les cours de radiologie. Début 1918, en pleine épidémie de grippe espagnole, j'ai regroupé les malades dans un pavillon isolé. Mon établissement est celui où l'on a déploré le moins de décès dans la capitale. Quelle période, je n'avais pas une minute à moi. Entre les visites aux malades, les actes médicaux et chirurgicaux, la préparation des cours, la correction des copies, les réunions administratives et la tournée d'inspection des soignantes sur le front, je ne dormais que 5 heures par nuit. J'en suis même tombée malade à la fin de l'année. J'ai même dû me faire opérer. Mais je n'ai pas ralenti le rythme pour autant. Peu de temps après, j'ai été nommé médecin-chef de l'hôpital militaire VG24 à Paris, ouvert pour recevoir les cas les plus graves de grippe espagnole. J'ai aussi été sollicitée pour donner des cours à l'école des surintendantes et en parallèle, j'étais une membre active de la Ligue internationale contre le cancer. Incapable de dire non, j'ai même accepté de faire une tournée mondiale de conférences sur le rôle des infirmières militaires pendant la Grande Guerre. Mais je ne suis jamais partie. Le 6 juin 1919, j'ai été retrouvée morte chez moi, boulevard Saint-Germain, avec sur la table de chevet plusieurs flacons vides de médicaments. Je n'avais que 41 ans. Pour certains, ce suicide est lié à un burn-out, ajouté au stress post-traumatique de l'enfer de Verdun. D'autres pensent que je me savais atteinte d'un cancer incurable et que j'ai souhaité abréger mes souffrances. Quoi qu'il en soit, à ma mort, je n'ai reçu ni honneur, ni décoration pour mes services rendus pendant la guerre. Juste une plaque commémorative offerte par des patients de Verdun. Il a fallu attendre 102 ans pour que l'armée me rende enfin hommage. Le 3 juillet 2021, le service de santé des armées m'a décerné la médaille d'honneur en présence de mon petit-neveu qui a déclaré « Nicole est une figure importante, un phare pour les femmes. Elle va enfin être reconnue à sa juste valeur. » C'était Les Héroïnes de la médecine, un podcast de Justine Morel, produit par Egora.